Rebonjour à tous. Merci de vous joindre à cet atelier sur le non-alimentaire. Alors j'espère qu'on a bien récupéré les personnes aussi en visio. Donc c'est bon, on fait signe que c'est bon. Donc parfait. Je voulais commencer par vous représenter un petit peu la matrice du réemploi avec les différents types de réemploi. Alors donc là, ça doit être la première slide. Voilà, donc je pense que vous l'avez déjà vu ce matin, donc celle-là on l'applique vraiment au secteur non alimentaire. On va repasser rapidement dessus pour remettre un peu les idées sur les différents types de réemploi et après on laissera la main aux intervenants. Alors, comment lire cette matrice? Donc on a deux types de colonnes. Donc la première c'est vraiment des emballages qui sont présentés avec un emballage primaire et toute la deuxième partie c'est tout ce qui est présenté sans emballage primaire. Et en ligne, ça se lit par est-ce que c'est le consommateur qui effectue l'action de réemploi ou est-ce que c'est le professionnel? Et donc on retrouve en haut à gauche le préemballé avec le réemploi par le professionnel. Donc là, on a plusieurs expérimentations qui sont qu'on a pu observer dans le marché. Donc on est vraiment sur ce que certains appellent la consigne pour réemploi. Donc là, la boucle de réemploi est vraiment effectuée par l'industriel. En dessous, on a tout ce qu'on appelle la recharge. Donc là, c'est le consommateur qui, chez lui, va remplir via un emballage intermédiaire l'emballage primaire, l'emballage parent, qui, lui, du coup, est réemployé. Et sur toute la partie de droite, on a tout ce qui fait référence à du vrac. Donc vrac, dans un premier temps, géré par le professionnel. Donc c'est le professionnel qui va récupérer les emballages, les laver et les remettre à disposition des consommateurs en magasin. Et le vrac plus connu, où c'est finalement le consommateur qui lave lui-même son emballage et qui le ramène. Et donc c'est un peu ce qu'on voit dans les magasins de vrac, où là c'est vraiment le consommateur qui gère toute la partie réemploi. Alors, on a vu ce matin toute la partie technique, donc on a essayé de vous donner un certain nombre d'éléments techniques pour vous lancer sur du réemploi, mais malheureusement, on n'a pas, comme Sophie le disait tout à l'heure, de recettes miracles à vous donner. Et donc, on va être obligé de passer par de l'expérimentation, tester un certain nombre de choses. Et c'est ce qu'on a voulu faire aussi aujourd'hui, c'est donner la main à des intervenants qui, eux, ont testé, expérimenté des choses pour avoir leur retour d'expérience et voir comment ça pouvait se concrétiser. Donc, on a prévu 2 interventions. C'est des interventions qui seront assez courtes pour nous laisser la possibilité aussi d'avoir des échanges. Donc, vous pourrez leur poser des questions. N'hésitez pas à leur poser des questions dans le Livestorm, dans la partie questions. Nous prendrons vos questions via la tablette. Et donc, on va retrouver ce matin Jérôme sur son expérimentation pour Nivea. Et dans un deuxième temps, on retrouvera Bénédicte et Magali, donc Bénédicte de Pierre Fabre et Magali de Cosmédio, qui parleront d'une autre expérimentation. Donc, je vous propose de laisser la main à Jérôme pour qu'il nous raconte son expérimentation sur de Nivea. Bonjour Jérôme. C'est bon, Jérôme. Très bien. Donc, je me présente en quelques mots. Je suis le directeur packaging pour la marque Nivea, donc société allemande basée à Hambourg. Je suis aussi basé à Hambourg, en Allemagne. Donc, toutes les thématiques préalables me concernent aussi pour toute la partie réemploi. Et c'est vrai que le consommateur allemand est très sensible et participe vraiment à l'effort en ramenant les bouteilles directement au magasin. Ceci étant dit, on a des filières qui sont uniquement pour la partie boisson. Et donc, on a voulu expérimenter des systèmes de recharge pour les parties cosmétiques. En quelques mots, notre approche est assez similaire à beaucoup d'entreprises de la cosmétique. On essaye de passer de l'ancien monde où on avait uniquement des matières vierges en usage unique avec une recyclabilité moindre à des technologies plus vertueuses, l'emploi de matières recyclées par exemple, l'utilisation de nouveaux formats par exemple. On voit ici un exemple avec un de nos face cleansers qu'on a lancé récemment. La réduction des poids, on avait
notamment développer des bouteilles ultra fines qui peuvent se rouler telles des tubes. Le but ultime étant à chaque fois l'économie circulaire, refaire des emballages à partir des emballages utilisés. J'ai juste mis sur un slide quelques initiatives qu'on avait déjà lancées. On a participé à certains programmes tels que le programme Loop, avec notre appareillage Nougamen. On a lancé d'autres produits de façon un peu plus conventionnelle avec l'utilisation de bioplastique, par exemple, en mass balance approach. On a utilisé de nouvelles formules en formules solides qui peuvent être dissoutes dans des flacons. C'était un partenariat qu'on a fait avec un retailer en Angleterre. On regarde aussi en interne comment utiliser nos emballages pour refaire des emballages. Donc on a fait un test d'économie circulaire en récupérant des emballages auprès de nos employés afin de reproduire des bouteilles. Donc ces bouteilles que vous voyez à droite sont des bouteilles uniquement faites à partir de bouteilles qu'on a récupérées, sans ajout d'autres matières. Et enfin, au milieu, vous voyez notre station de remplissage que nous avons lancée en Allemagne en partenariat avec DM. Et donc c'est sur ce projet-là sur lequel je vais approfondir. Donc voici la machine. J'ai fait aussi un gros plan sur la partie dispensing. Pour l'utilisation, en quelques mots, vous voyez sur le rack en bas de la station de remplissage, des bouteilles étaient en libre service, vides. Nous avions deux types de formules que nous pouvions remplir dans cette machine. L'utilisateur prenait cette bouteille vide, la mettait au niveau de la station de remplissage, si c'était la première fois qu'il utilisait cet emballage. Sinon, il ramenait sa bouteille, et la bouteille peut directement être mise dans la machine. On avait tout un système d'éclairage pour guider le consommateur. Et en appuyant simplement sur le bouton à côté du numéro 2, le remplissage de la bouteille se faisait. Et ensuite, un code barre était distribué pour être collé à l'arrière de la bouteille pour pouvoir faire de la traçabilité sur le nombre d'utilisations. Enfin, il pouvait récupérer un coupon pour avoir une réduction en caisse en fonction du nombre de cycles où le consommateur avait ramené sa bouteille. Nous avons fait ce test pour plusieurs raisons. D'une part, c'était pour faire un essai et des tests directement au magasin auprès de nos consommateurs, pour vérifier l'acceptation, mais aussi faire des validations techniques. Mais c'était également pour faire toute une campagne d'éducation et de sensibilisation de nos consommateurs en passant par un partenariat avec nos revendeurs. Un bref aperçu du développement. C'est un développement qui a été fait au milieu des années 2019. On a tout développé en interne, tout ce qui est design, engineering, le type de bidon qu'on voulait utiliser dans la machine, le type de pompe, etc. Et tout ce développement a déjà été fait avant d'avoir trouvé un partenariat. C'était pour nous important d'avoir ce sujet et ce test d'effectuer. On avait toujours la possibilité de le faire dans certains de nos magasins en propre, étant donné que Nivea possède quelques magasins vendant uniquement des produits Nivea en Allemagne, mais nous avions un intérêt particulier pour le faire avec un de nos revendeurs. Ça permettait d'une part de renforcer notre lien, c'était une demande aussi de notre partie vente, mais c'était aussi une demande de notre part au niveau de la R&D pour pouvoir faire un retour d'expérience sur des consommateurs réels. Bien sûr, en amont, nous avons fait les tests consommateurs afin de développer la machine. Donc, on avait déjà une idée des points à tester, mais le fait d'avoir un partenariat nous a permis de l'implémenter dans plusieurs magasins. Une machine de remplissage et une technologie un peu particulière. Donc, on a fait tout le développement. Par contre, l'exécution, on a dû partir avec une société tierce qui nous a aidé à construire ces différentes machines. Et enfin, nous avons fait des différents rangs de prototypes afin de les ajuster. Malheureusement, le Covid est arrivé en tout début de lancement. Donc, on a arrêté le lancement juste avant d'arriver en magasin. Étant donné qu'on avait pas mal de lockdown et peu de rotation dans les magasins, le retour a été très faible. C'est pour ça qu'on a repoussé, on a pu consolider notre communication et finalement lancer. Ces machines ont été présentes en magasin pour plus d'un an. On était normalement parti sur un test de 6 à 8 mois. Et au final, la demande a été étendue et nous sommes restés 16 mois dans les magasins. Pour revenir un petit peu sur le développement, tout
tout s'est développé en interne. Donc on est parti de brief avec certaines agences aussi de design pour pouvoir créer une expérience utilisateur. Cependant, la machine, et notamment sur l'image en bas à droite, vous pouvez voir que le support, par exemple, pour tenir la bouteille, a été imprimé avec nos impressions 3D. Donc nous avons des imprimantes 3D, vous voyez en bas à gauche. Et donc ça a été tout un système entre de l'artisanat et de la création industrielle. On a pu faire des pièces en 3D pour pouvoir tester nos différents prototypes. Et même nos machines finales avaient des parties en impression 3D, ce qui nous permettait d'avoir plus de flexibilité et d'être beaucoup plus rapide en termes de production. On a dû développer avec certaines sociétés aussi tout un système électronique. Ceci étant dit, la machine était vraiment simple. L'idée n'était pas de collecter des données au niveau de la machine. Les données étaient connectées par des codes barres. Et donc, à partir du moment où on lisait le code barre, on pouvait suivre le nombre de réutilisations de nos consommateurs. Et enfin, ne pas oublier, nous avions toute une thématique légale, étant donné que c'est des produits qu'on mettait sur le marché, donc on devait être compliant. Et toute une partie logistique, étant donné que notre corps de métier n'est pas de distribuer des gros volumes tels que les bidons qui sont ici, mais normalement plus des pièces à limiter au niveau de nos consommateurs. Donc on a dû faire tout un développement en très proche partenariat avec DM, le système de magasin, afin de faire le remplissage des machines, mais de la façon la plus simple possible. Pour voir un petit peu l'étendue, on voit que c'est un test. Donc nous avions 3 machines directement au niveau de nos revendeurs, mais nous avons aussi pris l'opportunité de tester ces machines directement dans nos magasins IBM. Vous voyez à droite les différents points qui étaient les points essentiels à tester, c'était le concept en lui-même, voir si on arrivait quand même à convaincre des consommateurs, pouvoir tester si on cannibalisait sur les produits qui restaient tout de même en étalage, et regarder comment trouver un système de remplissage le plus simple possible. Et enfin, tester la machine pour voir si elle était assez robuste pour tous les cycles d'utilisation. Tout ce développement nous a permis par la suite d'avoir quelques retours d'expérience. Avant de les partager avec vous, je voudrais vous montrer la photo. Donc, ces machines étaient directement dans les magasins, en tête de gondole. Et donc, il se trouve en tête de gondole au niveau de la partie personnel care où vous pourriez y trouver d'autres produits pour le corps. En termes de retour d'expérience, j'ai mis 6 points principaux qui pour nous étaient importants. Le premier point, c'est vraiment un retour à prendre en considération. La communication avec les consommateurs au niveau de la machine est extrêmement importante. Si vous regardez la plupart des machines de vrac dans les magasins actuels, on a très très peu de communication avec le consommateur, donc tout devait se faire de façon visuelle. C'est pour ça qu'au niveau de la machine, on a optimisé avec nos différents prototypes le guidage en fait, de notre consommateur. Donc, on a mis un système de notation 1, 2, 3, 4, 5 pour les différentes étapes. Mais le consommateur a vraiment été guidé par le retour visuel. On avait des systèmes d'éclairage où la partie bouteille s'éclairait d'abord. Ensuite, le bouton s'allumait uniquement quand la bouteille avait été mise en place, etc., etc. Donc le consommateur n'avait pas besoin de réfléchir comment faire pour remplir sa bouteille. Tout était guidé par un système de LED. Le deuxième point sur la partie dosage, ici, c'était de trouver le bon volume. Donc, on a pu regarder avec le nombre de rotations qu'on avait de produits au niveau de la machine, si nos bidons étaient trop petits, trop importants. Et on a pu aussi prouver que la logistique pouvait se faire en partenariat avec nos retailers, ce qui était une première pour nous. Nous avons aussi pu tester, parce que nous récupérions ces bidons, et nous avons pu faire aussi des analyses de microbiologie dedans, afin de voir si on avait des contaminations possibles. Bien sûr, tout ça a été testé en amont avant de commercialiser nos produits. Nous avons pu aussi vérifier cela avec les bidons que nous récupérions. Au niveau de l'étiquetage, on a créé tout un système qui n'était pas commun, étant donné qu'on avait normalement un QR code sur la bouteille pour la première utilisation, et les consommateurs devaient mettre un code barre. Vous avez eu un code barre différent par cycle, ça veut dire que toutes les bouteilles qui avaient fait un cycle avaient un code barre, et ensuite on avait un autre code barre pour les bouteilles ayant eu un deuxième cycle, etc. etc. Ce qui nous a permis, en collaboration avec notre retailer, de savoir combien de cycles et les volumes de produits vendus.
Et enfin, ça a été une opportunité pour nous aussi de tester nos emballages existants, étant donné que les bouteilles, qui étaient d'ailleurs en matière recyclée en libre service, nous avons demandé à quelques consommateurs également de nous les renvoyer par la suite, afin de pouvoir faire aussi des tests et voir l'état des bouteilles après 4 ou 5 rotations. Vous avez peut-être déjà vu quelques publications, étant donné qu'on a eu pas mal de prix au niveau de certains professionnels du packaging. On voit aussi quelques noms. Vous pouvez regarder sur Internet, on a pas eu pas mal de communication aussi dessus. Vous aurez aussi d'autres visuels que vous pourriez voir. Pour nous, le point important, et ce sera mon dernier point, c'était vraiment de pouvoir, avec ce projet, promouvoir la réutilisation pour accroître l'acceptation de nos clients pour d'autres types de consommation qui soient plus durables. C'est une solution intermédiaire, c'est pour sûr pas une chose finalisée, mais ça nous permet au moins de faire des tests afin de lancer d'autres produits, peut-être aidant cette initiative avec d'autres revendeurs. Voilà, j'ai fini avec ma présentation. Merci Jérôme. Alors, on va passer à un temps de questions. Donc, je te garde encore un petit peu. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions? On va prendre aussi des questions qu'on a sur Livestorm. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, il y a une question. Oui, bonjour. Juste en termes d'hygiène, voilà, comment ça se passe? Est-ce que les consommateurs réagissent bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un du magasin qui surveille de temps en temps? Ça peut vite être pas forcément très hygiénique. Ouais. Point de vue technique, au niveau de la machine, on a utilisé des pompes pour éviter toute contamination au niveau des en-têtes de remplissage. On avait aussi tout un système de clipage de la bouteille afin d'éviter tout contact avec la zone de remplissage qui est normalement la zone la plus sensible. Pour ce qui est des bouteilles en elles-mêmes, le client était responsable de la propreté de ses propres contenants. Ceci étant dit, nous vérifions quand même que le contenant soit vide. On avait tout un système de pesée intégré au niveau de la machine, qui était assez sensible, qui permettait de voir si on avait des résidus d'eau, par exemple, ou d'autres produits dans la bouteille. Pour le type de réutilisation, juste pour finir sur ce point-là, on a limité le nombre de cycles à 5 cycles d'utilisation. Au bout du cinquième cycle, la bouteille devait être donnée à la caisse et vous récupériez un coupon pour avoir une nouvelle bouteille gratuite. Donc nous avons limité aussi, afin d'éviter des problèmes de microbiologie, le nombre de cycles pour l'utilisation de nos bouteilles. Et on a une question du coup par rapport à ce que tu viens de nous dire. Est-ce que le consommateur... Alors, est-ce que tu m'entends, Jérôme? Oui. Ouais. Est-ce que le consommateur peut aller au-delà du nombre de cycles préconisés? Non, ce n'est pas possible. Tout était borné à partir du système de code barre. Donc chaque bouteille étant été scannée pour un cycle ne pouvait pas être réutilisée par la suite sur le même cycle. D'accord. On a une deuxième question. Oui, bonjour. Est-ce que sur les points de vente, commercialement, il y avait à la fois la solution refill et le pré-rempli? Et si oui, est-ce que cannibalisation ou est-ce que synergie ou vendez plus? Donc on avait nos produits aussi en linéaire, produits qui étaient aussi distribués au niveau de la machine. On a observé, enfin c'est dur à dire si c'était uniquement à cause de la machine, une rotation plus importante au niveau du linéaire. Donc on a en général toute la partie shower qui s'est développée de façon plus importante. On a vu une légère cannibalisation, mais de loin, aucun remplacement des bouteilles actuelles avec le système de refill. Ce qui prouve encore une fois que on a des consommateurs qui sont très sensibles, qui vont aller vers ce type de solution, mais on a encore une acceptation limitée au niveau de nos consommateurs. On a une autre question là-bas et en attendant, je prends une question sur le chat. Est-ce que ces machines sont toujours en service? On a retiré ces machines, étant donné que c'était une période de test. On discute en interne pour voir quelle serait la prochaine étape pour peut-être réimplémenter certaines machines. Oui, bonjour. Quel était le niveau d'intervention du personnel du magasin?
pour, j'imagine, remplacer, éventuellement nettoyer la machine, etc. Et comment ont-ils réagi? Enfin, j'imagine qu'ils étaient déjà là pour jouer le jeu, mais est-ce que ça vous semble pérenne ou est-ce que vous allez apporter des modifications suite à cette expérience sur ce sujet-là précisément? C'était assez particulier, hein, ce type de machine de remplissage. Quand vous regardez un petit peu certains de nos confrères, l'initiative normalement c'est surtout dans les magasins propres, étant donné que c'est beaucoup plus simple pour pouvoir contrôler, faire la gestion, etc. Ici, étant donné que c'était un partenariat qui était voulu au niveau de la partie retail et de notre part aussi, c'était beaucoup plus simple. Après, discuter d'un scale-up pour avoir beaucoup de machines et faire une gestion, je pense pas qu'on puisse le gérer directement avec des magasins, directement. On a pu le faire étant donné qu'on avait quelques machines dans leur magasin. Je pense que pour un système qui s'étendra à beaucoup plus de magasins, il faudrait passer par des entreprises tierces pour pouvoir faire la maintenance, certainement. Alors, on a une autre question dans le chat qui est comment vous avez pu faire pour faire le suivi des lots en termes de produits? Chaque bidon, c'est des problématiques réglementaires. Chaque bidon de produit avait un numéro de lot qui était aussi imprimé au niveau de l'étiquette que le consommateur récupérait au niveau de la machine. Donc on avait toute la traçabilité et on a bien sûr fait en sorte que toutes les inscriptions qui étaient imprimées directement sur l'étiquette ne partaient pas lors de l'utilisation sous la douche. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors, en attendant, on a une autre question. Est-ce qu'une étude ACV a été faite sur la machine que vous avez réalisée? Non, pas sur cette machine-là. C'était vraiment une période de test. Faire toute une analyse aurait été un peu trop compliqué. D'accord. Et quel est le taux de restitution de vos bidons? C'est difficile à dire. Je n'ai pas les données sur ce point-là. Toutes les machines ont été récupérées et tous les bidons également pour toutes nos analyses. Si on parle des contenants en eux-mêmes, on a récupéré quelques milliers de contenants à la fin. Merci. Et alors, on a une question sur le plastique utilisé pour vos bouteilles. C'était quel type de plastique? On était sur du PET en matière recyclée. Et sur un bouchon qu'on a gardé en vierge, mais sans couleur ajoutée. Merci, Jérôme. Alors, on a une autre question dans la salle. Question très rapide. Est-ce que le consommateur pouvait choisir la quantité de produit ou est-ce que c'était un remplissage complet du bidon, forcément? Remplissage complet du bidon, étant donné qu'il était déjà pré-étiqueté avec un certain volume. Donc, le volume était déjà fixé. Et Jérôme, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les freins que vous avez eus sur ce projet? Quels ont été les grands freins que vous avez eus lors de votre projet? Autre que la crise sanitaire, le plus gros challenge, c'était de trouver des partenaires pour pouvoir fabriquer cette machine. C'était vraiment le plus gros challenge. Après, toute la partie développement, étant donné qu'on l'a faite en interne et qu'on avait un savoir-faire aussi pour tout ce qui est impression 3D et développement, ça n'a vraiment pas été trop compliqué. Le deuxième point, c'était vraiment l'établissement de la collaboration avec DM pour pouvoir faire le remplissage des machines, étant donné que c'était quand même quelque chose de nouveau pour les magasins. Une autre question, quel est le bilan économique et d'éco-conception versus l'usage unique préemballé? Alors, c'est une question pas facile, à mon avis. Non. Je n'ai pas donné, étant donné que le but n'était pas de lancer quelque chose qui soit commercialement pour l'instant pérenne. C'était vraiment une phase de test pour faire une évaluation technique et faire toute une éducation au niveau du consommateur. Donc, je n'ai pas de données à partager sur ce point-là. D'accord. Et comment est-ce que vous avez suivi la bonne avancée du projet? Est-ce que vous aviez des indicateurs que vous suiviez? Parce qu'en effet, on est dans une expérimentation, on n'est pas sur de l'opération comme les autres produits. Est-ce que vous avez des indicateurs clés que vous avez suivis? Tout d'abord, vous pouvez suivre le nombre de produits vendus en fonction du cycle. Donc, vous pouvez voir si les consommateurs revenaient pour un deuxième cycle ou même pour un troisième cycle. On avait nos données de vente aussi globales pour voir le volume de produits vendus. Mais on avait aussi comme indicateur la récupération de nos bidons. Étant donné qu'on avait des bidons pleins livrés,
On pouvait les récupérer et aussi suivre que toutes les données étaient correctes par la suite. Et bien sûr, on livre aussi des bouteilles vides pour le remplissage, ce qui nous permettait encore de vérifier l'utilisation. Et une dernière question que je pense aussi, il y en a dans l'Assemblée ici. Pourquoi lancer cet essai uniquement en Allemagne? C'était beaucoup plus simple pour nous, étant donné qu'on est extrêmement présent et on est un des leaders en Allemagne. C'était beaucoup plus simple de faire ce partenariat en Allemagne. Et bien sûr, DM étant une chaîne de distribution allemande, ils étaient beaucoup plus ouverts pour faire ce partenariat. Donc c'était beaucoup plus simple à gérer. Et ça nous a permis aussi de faire une implémentation en parallèle au niveau de nos magasins propres. Un grand merci Jérôme pour ce témoignage très intéressant. Donc si je récapitule un petit peu ce qui s'est dit, c'est qu'aujourd'hui vous êtes à la recherche du coup de solutions. Donc on a vu aussi que vous avez lancé plein d'expérimentations différentes, dont une très importante sur le vrac, avec vraiment un test sur toute la chaîne, avec un focus aussi consommateur pour savoir si celui-ci va bien adhérer. Merci beaucoup Jérôme. Merci beaucoup. Je propose de passer à la deuxième intervention par Bénédicte et Magali sur le projet mené par Pierre Fabre et Cosme Bio. Donc Bénédicte, je te laisse la main. Bonjour à tous, vraiment ravie de pouvoir témoigner de notre engagement dans la dynamique du réemploi, notamment dans le secteur hygiène-beauté. On sait que sans action, rien ne change. Donc sur ce sujet-là, ça nous semble important de travailler par petits pas, sans attendre d'avoir vraiment une solution parfaite. Et d'autant plus que les perspectives de développement du réemploi dans ce secteur s'intensifient vraiment, notamment par rapport aux besoins et aux attentes conso, et par rapport aussi au contexte réglementaire. Donc on sait qu'il y a différentes solutions qui existent déjà sur le marché, sur lesquelles on travaille aussi, notamment les recharges et les expériences vrac, comme on vient de le voir. Et ces solutions, en fait, elles nécessitent des nouvelles façons de consommer, ça on l'a bien vu, et en tant que metteur sur le marché, ça nécessite des nouveaux modèles économiques à mettre en place et parfois, en fait, difficiles à trouver. Donc il faut continuer à expérimenter, à explorer, s'adapter, savoir être réactif sur ces explorations. Et aujourd'hui, on constate vraiment que les différents types de réemploi n'ont pas le même niveau de maturité. Et notamment, on n'a pas de solution d'emballage réemployable, clé en main, disponible dans notre secteur, notamment pour les produits réemballés. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de rejoindre l'initiative Cosme Bio sur le réemploi en cosmétique, afin de travailler et d'identifier des solutions de réemploi des packagings cosmétiques écologiquement et économiquement viables. Donc, qui sommes-nous? Donc, moi, je suis Bénédicte Rouquayrol, en charge de l'innovation et de la prospective packaging pour les laboratoires Pierre Fabre. Et je suis Magali Barbier, chargée de développement et animation réseau pour Cosme Bio. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Cosme Bio, c'est l'association professionnelle dédiée à la cosmétique bio et naturelle. On a 570 adhérents, ce qui représente environ 730 marques, dont fait partie les laboratoires Pierre Fabre. Donc le réemploi en cosmétique, c'est un véritable défi et les marques en fait peuvent avoir des difficultés aujourd'hui de se lancer dans le réemploi, notamment par rapport à l'absence de réglementation sur le réemploi en cosmétique, la nécessité de financer ce type de projet, la peur d'être seul pour engager ce type de projet, réussir à convaincre les consommateurs, nos distributeurs aussi, et nos équipes marketing pour les embarquer dans ces initiatives-là, et bien évidemment avoir le temps pour se consacrer à ce type de projet. Donc pourquoi s'engager? On a des contraintes, des obligations, on va dire, réglementaires fortes, une demande accrue de solutions par le conso, pouvoir proposer plusieurs solutions, comme on l'a vu, que ce soit via le vrac, recharge, mais d'autres solutions à proposer. Et en fait, plus qu'une contrainte, en fait, pour nous, les marques, en fait, c'est une grande opportunité de s'engager dans ce type de démarche. Ça va nous permettre de répondre à une attente toujours plus forte pour une consommation plus responsable, plus engagée pour le consommateur. Ça va nous permettre aussi de nous démarquer de la concurrence avec des alternatives plus respectueuses de l'environnement
évidemment sous condition d'en évaluer leur performance environnementale, hein, ça c'est un prérequis. Et puis aussi, ce qui nous a semblé vraiment, ce qui nous a convaincus en fait dans cette initiative, c'est le collectif. En fait, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et pour nous, c'est vraiment important d'accepter ce jeu du collectif pour répondre à des problématiques complexes que seul on n'aurait pas pu affronter. Et avec deux prérequis importants hein, dans le collectif, c'est la confiance en nous et confiance avec les autres acteurs, et la responsabilité partagée. Donc le collectif, pour nous, qu'on soit petit ou grand, en fait, ça nous permet, ça va permettre à tous de nous donner la force et l'énergie de mener à bien en fait des projets de cette envergure-là. Et c'est un sacré défi, franchement, dans le monde de la cosmétique, parce qu'on doit tous se démarquer. Et du coup, ça va vraiment nécessiter de nous réinventer dans la façon de distribuer nos produits. Et je prendrai la suite sur pourquoi finalement le projet Cosmenpack. Je pense qu'elle a très bien, Bénédicte a très bien expliqué finalement les problématiques que peuvent rencontrer les marques, mais aussi la nécessité finalement de penser à des nouvelles solutions. Et c'est finalement comme ça qu'est né le projet Cosmenpack. Finalement, on avait un petit peu étudié voilà, toutes les possibilités qui s'offraient à nos adhérents. Et on a un petit groupe, un petit noyau qui nous a dit et pourquoi pas le réemploi. Je vous avoue que ce n'est pas notre cœur de métier, donc ça nous a demandé beaucoup de travail pour en arriver à ce fameux Cosmenpack. Et aujourd'hui, effectivement, comme le disait Bénédicte, l'objectif c'est de mutualiser pour impliquer plusieurs marques, pour être ensemble, pour aussi s'appuyer sur les expertises de certains. Ça a été aussi un défi pour nous d'avoir un financement. Je pense que ça, c'est très clair pour toutes les marques qui veulent se lancer. Ça a un coût, c'est difficile. Cosmebio, aujourd'hui, ça représente aussi bien des grandes marques que des plus petites. Donc forcément, le coût pouvait avoir un effet barrière. Donc on a voulu enlever cette barrière à l'entrée, au moins pour la première partie d'expérimentation, où là, vraiment, on a permis la gratuité pour que justement tous les acteurs puissent réfléchir à cette question du réemploi. Et puis évidemment, pourquoi ce projet, pourquoi porté par Cosmebio? Cosmebio, ça a été un acteur de manière globale dans le secteur de la cosmétique qui a été précurseur, notamment sur les ingrédients. Et aujourd'hui, voilà, on s'attaque à la grosse problématique du packaging. C'est une demande qui a été remontée par nos adhérents. Voilà, on veut le faire, c'est difficile, comment le faire? Et on s'est dit, qui mieux que Cosmebio peut finalement porter la voix de toutes ces marques, notamment parce que déjà Cosmebio, c'est un acteur voilà, qui est clé sur le marché de la cosmétique bio et naturelle. C'est un acteur qui a un lien fort avec la distribution spécialisée, mais qui a aussi un lien fort avec le consommateur. Je pense qu'on l'a très bien vu avant avec Jérôme. Le consommateur est vraiment un acteur très central dans cet aspect réemploi. Donc, on a vraiment envie aussi, grâce à Cosmebio et à cette confiance qu'a le consommateur en Cosmebio, d'apporter de nouvelles solutions. Et bien sûr, Cosmebio, c'est une association et son objectif, c'est vraiment de servir ses adhérents et le secteur de la cosmétique. Je vous propose de vous présenter globalement le projet Cosmenpack, de quoi il s'agit, quelles sont les grandes étapes, quels sont les résultats attendus. Et puis, je vous invite également pendant la partie questions-réponses à nous faire vos suggestions. Comme l'a dit Bénédicte, on est ensemble. Certains auront peut-être des réponses, des suggestions à nous apporter et c'est vraiment comme ça qu'on avance, donc n'hésitez pas. Donc Cosmenpack, c'est un projet qui est né en 2021 et qui a deux grandes phases, une phase exploratoire et une phase expérimentale. Cette phase exploratoire a débuté déjà il y a un petit moment. Cette phase, elle consiste finalement à étudier des packagings de nos adhérents. Ça s'est fait de la sorte qu'on a fait un appel à projet auprès de nos adhérents. On leur a demandé de nous fournir des packagings qu'ils avaient envie de tester. Est-ce que oui ou non, ces packs peuvent être réemployés? Pas mis de limite, c'est-à-dire qu'on a dit envoyez-nous n'importe quel pack et vos fiches techniques. Ça peut être du verre, ça peut être du plastique, ça peut être de l'aluminium. L'objectif, c'est de ne pas se mettre de barrière et de vraiment étudier toutes les possibilités. Donc, typiquement, voilà, Bénédicte nous a envoyé un pack, il me semble, en plastique. L'objectif, c'est finalement d'avoir un test de lavage avec notre laveur qui est Ma Bouteille s'appelle Revient. Donc, ces tests ont été effectués. Là, on est sur les résultats qui vont être fournis le 27 janvier prochain. On a eu des bonnes, des mauvaises surprises, mais surtout, on a pu recréer finalement un vrai cycle de lavage. On a fait 10 lavages, on a créé un process. Pour être tout à fait franche, on a essayé de faire un process qui ressemblait à l'alimentaire. On a voulu vraiment se fixer des contraintes. Vu qu'il n'y a pas de réglementation, on a essayé d'être le plus pointilleux possible pour que finalement ça ressemble à la réalité et aussi voilà, que ce soit sécuritaire pour le consommateur, pour les marques et pour arriver justement à un cahier des charges, ou en tout cas un guide pour lancer la deuxième partie qui va être une expérimentation taille réelle. L'objectif de ce guide, c'est vraiment d'indiquer voilà, quel est le process de lavage, quels packs ont réussi à passer ces premiers tests,
quels sont nos conseils, quels sont les prérequis et finalement, voilà, débuter cette expérimentation taille réelle qui aura lieu en région Auvergne-Rhône-Alpes pour l'instant. L'objectif, c'est vraiment de tester toute la chaîne, à savoir du distributeur au consommateur qui va faire son geste de retour, en passant par le centre de lavage et par la fabrication, le fabricant de cosmétiques. Il faut savoir qu'on a fait le choix chez Cosmebio d'avoir des ACV tout au long de ce projet. Donc l'objectif, il était vraiment de vérifier que écologiquement, ce soit viable. Je pense que vous le savez, si on est le label de la cosmétique bio et naturelle, on a vraiment envie de protéger l'environnement. Donc c'était pour nous essentiel de passer par ce cadre des ACV. Et l'objectif aussi de cette expérimentation taille réelle, c'est de se poser des questions et de répondre aussi aux questions qu'on a déjà. Je pense que vous le savez, on a plein de questions, peu de réponses, mais aussi la volonté de se lancer. Si on attend en fait d'avoir des réponses, je pense que le réemploi peut attendre un long moment. Donc c'est vraiment l'objectif de cette expérimentation, de se poser des questions, d'y répondre et puis de se lancer dans de nouveaux défis. Ce que j'ai voulu faire aussi aujourd'hui, c'était vous montrer de manière très concrète combien de temps ça prend pour un projet de cette envergure, pour finalement arriver au test de lavage et plus clairement à l'expérimentation taille réelle. J'ai essayé d'être la plus transparente possible pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc globalement, l'idée du projet, elle est née en 2021. On était 3. Voilà, le premier groupe de travail Cosmebio, c'était 3 acteurs. Finalement, c'était pas forcément notre cœur de métier, donc très difficile de savoir si oui ou non on se lançait. Et puis on s'est dit, allez, faisons un état des lieux, demandons à nos adhérents. Et finalement, tout ce qu'a fait remonter Bénédicte, c'est un peu ce qu'a fait remonter la plupart de nos adhérents. On veut y aller, mais on ne sait pas comment. Et c'est à vous de nous challenger et d'y aller. Donc on s'est dit, OK, on choisit des partenaires, on cherche un laveur, on cherche un ACViste, je ne sais pas si le terme est juste, mais voilà, une personne pour faire nos ACV. Donc ça nous a pris environ 1 mois pour trouver des acteurs qui voulaient bien nous suivre. Et ensuite, le plus dur est arrivé, à savoir la demande de financement. C'était la première fois pour moi et pour Cosmebio qu'on demandait un financement extérieur. Donc c'était un vrai enjeu pour nous. Le dépôt du dossier a été fait le 16 novembre 2021, en pensant qu'il y a eu quand même plein d'étapes avant de déposer ce dossier, des présentations auprès de l'ADEME, répondre justement à des questions où on n'avait pas encore forcément les réponses pour qu'ils nous suivent. Voilà, rencontrer des partenaires avec qui on n'était pas forcément sûr de travailler, à qui on posait des questions qui à l'époque étaient encore un peu sans réponse. Et finalement, l'acceptation de ce financement, d'une partie de ce financement, a été faite le 4 avril 2022. Donc vous voyez, ça a pris entre 6 et 8 mois, pour grosso modo. Donc voilà, si vous vous lancez dans un tel projet, il faut bien penser qu'il faut être patient et qu'effectivement, une demande de financement, ça demande un petit peu de temps. Finalement, ça nous a amené à cette fameuse phase exploratoire avec l'inscription de nos adhérents pour justement faire étudier leur PAC d'abord de manière documentaire, puis il y a des tests de lavage. On a essayé de communiquer parce qu'on sait que c'est un vrai enjeu. Donc d'abord auprès de nos distributeurs, de nos adhérents et finalement de tout le secteur de la cosmétique bio à travers des webinaires, mais aussi des conférences, par exemple sur PCD. D'ailleurs, si vous êtes présent la semaine prochaine, n'hésitez pas à passer nous voir. Ça sera avec plaisir qu'on pourra échanger sur ce projet et plus généralement sur le packaging. Donc, ça nous a aussi amené à créer, via les rencontres qu'on a pu faire sur ces salons et par ces webinaires, un copil qui représente vraiment le secteur. Donc, on a essayé de prendre des marques de toute taille avec des modes de distribution différents, c'est-à-dire aussi bien du magasin spécialisé que de la GMS, que de la pharmacie. On a essayé d'être le plus représentatif possible. Ce copil, il est également, donc voilà, comme je vous disais, avec des distributeurs, mais aussi avec la personne qui nous fait des ACV, mais aussi, pardon, notre laveur. Voilà, on essaie vraiment de recréer ce petit écosystème pour se poser des questions et se challenger. Donc voilà, aujourd'hui, on en est vraiment au test de lavage. Les résultats, ça sera le 27 janvier prochain. On va pouvoir finalement donner quelques premiers prérequis, quelques questions qu'on a pu se poser, quelques problématiques qu'on a pu rencontrer aussi. Et finalement, voilà, établir ces premiers cahiers des charges et vous donner finalement des résultats. J'ai aussi voulu vous mettre finalement les problématiques qu'on a rencontrées, parce que je pense que tout acteur qui se lance sur un tel projet va rencontrer ces problématiques, mais je vous ai aussi mis les solutions qu'on a trouvées, donc preuve que c'est faisable. Voilà, au début, quand on a cherché un laveur, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de non. La plupart des laveurs étaient déjà sur l'alimentaire, on a vu que c'était déjà très difficile. Donc quand j'ai parlé de cosmétiques, ils m'ont dit non, c'est pas possible, on n'a pas les moyens, ça va être compliqué, ça va être long, et j'ai eu beaucoup de refus. Et finalement, peut-être par chance ou par hasard, j'ai rencontré Ma Bouteille s'appelle Revient, qui est à Chabeuil, donc en fait à peine 15 km de Valence, à côté de chez nous. Donc ça a été, on va pas dire le coup de foudre, mais en tout cas une belle association. Ils ont relevé le défi de nous accompagner sur de la cosmétique. Ils l'avaient déjà fait de manière un petit peu anecdotique.
Et finalement, ils nous ont rejoints pour nous aider sur ce projet d'envergure. Également, je pense que Bénédicte l'a dit, il y a un gros enjeu de motiver les différents acteurs. Rien que dans l'équipe Cosme Bio, il a fallu convaincre finalement les plus réticents pour leur dire allez, on y va. Et je pense que c'est pareil pour les marques. Quand on entend parler de packs standardisés, on sait que plein d'adhérents nous disent non, pour nous, le packaging, c'est une manière de se différencier. Donc on sait que c'est pas toujours facile d'embarquer tout le monde, mais finalement, bah, pour nous, ce copil représentatif, ça prouve qu'on arrive à motiver les acteurs et que finalement, on est prêt à changer, ou tout du moins que certains réticents vont peut-être rejoindre cette démarche. Le financement, ça j'en ai parlé avec l'ADEME. Voilà, gros défi, grosse problématique. Aujourd'hui, vous l'avez vu, Citeo va proposer également de vous accompagner sur vos projets. Donc, vous avez peut-être une solution finalement. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer, même si ça prend du temps et que ce n'est pas forcément évident. Un financement, c'est quand même toujours le bienvenu pour pouvoir évoluer sur ce type de projet. Enfin, les indicateurs. On nous demande souvent le modèle économique, comment on va finalement juger que ce projet il est viable, que ça a un intérêt réel. Et c'est vrai qu'on utilise souvent cette petite phrase de un projet écologiquement et économiquement viable. Aujourd'hui, on est plus sur le écologiquement que le économiquement. L'économiquement va venir à la suite de cette expérimentation. Mais globalement, les premiers indicateurs, ça a été le nombre de marques. Je l'ai dit au début, on était 3, dont moi. Donc en fait, 2 marques et moi pour parler de réemploi. Donc c'est une vraie victoire de voir qu'on a eu 33 marques qui ont participé à cette première phase d'expérimentation et que justement on va pouvoir relancer aussi pour la deuxième phase et solliciter davantage de marques. Il y a également les ACV, on a eu les premiers résultats hier et très bonne surprise, enfin surprise oui ou non, mais très bonne nouvelle, ils sont en faveur du réemploi. On a essayé d'être très réaliste en comparant notamment au recyclage. Donc les premiers résultats sont très bons. Et également l'engagement des distributeurs, on en a parlé. On essaie là maintenant de faire venir les pharmaciens. Donc ça, c'est Bénédicte qui pourra vous en parler. C'est un vrai challenge, mais je pense un challenge qu'on va relever. Et également, bah voilà, ce cahier des charges, ce sera pour nous l'indicateur qu'on a réussi, parce qu'on aura vraiment un rendu à fournir aux marques qui voudront se lancer. Et également, bah, le taux de retour. Ça aussi, également, on en parle régulièrement. Vous aviez posé la question justement à Jérôme. Bah, nous, c'est un vrai enjeu, le taux de retour, pour voir si finalement le consommateur il est prêt et qu'est-ce qu'il comprend dans ce geste de retour. Donc ça, c'est vraiment un gros enjeu pour nous. Pour l'aspect économique, bien sûr que nous réfléchissons, c'est évident. L'objectif, c'est que ce soit viable. On ne va pas dire à une marque, lance-toi dans le réemploi, mais par contre, perds de l'argent. Ce n'est pas l'objectif. Donc, on est en train d'étudier la suite de comment on va faire ce business model. Et là, justement, si vous avez des suggestions, nous sommes preneurs. C'est vraiment encore en phase de réflexion. Et pour la suite, Bénédicte. Bah, envie de vous lancer. Voilà, enfin, nous, voilà où on en est. Alors, je ne sais pas si tu as la petite checklist, Ouais, Magali. tout à fait. C'est vrai que voilà, on a beaucoup utilisé le guide Citeo pour vraiment se renseigner, savoir si on se lançait, si on ne se lançait pas. Bon, trouver le partenaire laveur, ça c'est check. L'étude préalable des packs, bon, bah, elle est en cours, notamment avec les résultats de lavage des packs la semaine prochaine. Définir les critères de réussite aussi avec les ACV, notamment dans un premier temps, ça nous semblait quelque chose, enfin, c'est un des prérequis pour se dire on continue ou on continue pas. Le financement aussi, il va falloir qu'on voilà, on va revoir les choses avec Citeo très bientôt. Se fixer des deadlines aussi, c'est important. C'est vrai que on est dans une phase d'exploration, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut avoir des résultats. Et Magali, tu l'as dit tout à l'heure, voilà, l'objectif, c'est d'arriver à fin 23, début 24 avec des solutions qui seraient viables. Les tests de lavage, j'en ai déjà parlé. Échanger avec nos distributeurs. Alors nous, c'est vrai qu'on a un mode de distribution un peu particulier via les pharmacies et les parapharmacies. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette en place en 2023. Voilà, voir comment on peut mettre en place ce système avec nos pharmaciens. Ça va être un gros challenge cette année. Et puis aussi en interne, comment nos usines vont accepter le fait de reconditionner, enfin de re-remplir des flacons déjà utilisés. Alors certes, l'objectif, c'est d'avoir des contrôles qualité chez le laveur avant de remettre les flacons dans la boucle. Mais voilà, côté usine aussi, c'est un gros challenge et c'est nouveau de réutiliser des flacons qui ne seront pas forcément comme des flacons flambant neufs, voilà, clairement.
Et puis travailler beaucoup sur la communication, ça c'est important, que ça soit en interne ou en externe. Comment on arrive, à embarquer nos parties prenantes en interne pour s'engager dans une phase exploratoire. C'est vrai qu'on se dit on a hâte d'aller vers une phase exploratoire, mais en test en réel. Voilà, il faut réussir à embarquer, et c'est pour ça que c'est important d'avoir ces preuves d'ACV et de premières études, on va dire, économiques. Et après, communiquer, en effet, embarquer le consommateur dans cette nouvelle façon de consommer. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut qu'on travaille avec Cosmebio cette année. Et surtout, on vous Voilà. remercie. Le conseil qu'on vous donnerait, c'est de vous lancer. Même si ça Lancez-vous. fait peur, même si les réponses ne sont pas toutes là, moi, je vous dirais de vous lancer. Et vous avez vu, cette présentation était relativement courte. On avait peu de temps. Donc, si vous avez besoin d'avoir des informations sur typiquement les tests qu'on fait effectuer à nos packs ou autres, n'hésitez pas à nous contacter. Ça sera avec plaisir. Merci Magali, merci Bénédicte. Et puis on a hâte d'être le 27 janvier pour avoir ces résultats. Donc je vais laisser la parole à notre public. Si vous avez des questions ou même des recommandations, parce que je comprends que Bénédicte et Magali sont aussi à la recherche d'idées que vous pourriez avoir, n'hésitez pas. Donc si dans la salle... Voilà. Bonjour, Gérard de Jean Bouteille à nouveau. C'est à moitié une question, moitié une suggestion. Le concurrent de la consigne pour le réemploi, c'est l'éco-recharge qu'on embarque chez soi et qu'on remplit dans notre savon pousse-mousse ou dans notre gel douche. Est-ce qu'il est prévu de faire des tests bactériologiques de ces produits qui sont rechargés chez les gens auprès d'un panel un peu plus large qu'une ou deux personnes, c'est-à-dire aller chez des consommateurs et tester les produits d'une bouteille qu'ils ont rechargée 2, 3, 4 fois chez eux déjà, pour voir la réalité du développement bactériologique de leurs produits par rapport à une offre qui est déjà largement diffusée et acceptée par les industriels. Et ça sera mis en relation avec les tests de lavage que vous allez faire par ailleurs en sortie de lavage. Parce que sinon, le référentiel risque d'être le neuf, et jamais on arrivera à être aussi performant que le neuf. Enfin, l'usage unique a permis un confort en qualité tellement énorme que ça fait monter les exigences qualité de tout le monde. Et maintenant, on demande aux gens de descendre leur niveau de qualité. Et sauf que la personne dans le service qualité, elle ne sait pas faire ça. Et du coup, par contre, elle sait envoyer un pack sans contrôler la qualité chez le consommateur. Donc, comment est-ce qu'on augmente le référentiel en ne se disant pas le neuf et le référentiel, mais c'est plutôt l'usage, la réalité du risque et le référentiel? Très complet comme question. Déjà, nous, la vraie différence aussi par rapport à ce que vous dites, c'est que le consommateur n'aura pas à recharger lui-même. Il ramène son pack en magasin, on fait des tests, on vérifie qu'il n'y a pas finalement que le pack est propre, véritablement propre, avant de le remettre sur le circuit. Mais c'est vrai que c'est l'enjeu vraiment de l'expérimentation taille réelle. Là, on a fait des premiers tests, mais qui nous semblent peut-être pas suffisants. On a envie d'aller plus loin. On a envie d'être vraiment sûr que c'est sans danger. Donc, je dirais qu'on est vraiment là-dessus. Après, c'est très lié aussi aux formules. C'est vrai que nous, on va choisir les formules qu'on va réemployer ou recharger en tous les cas. On prend des formules quand même résistantes bactériologiquement parlant. Après, c'est vrai qu'on n'a pas mis en place ce type de test. Peut-être qu'il faut qu'on y réfléchisse, Magali, en effet, pour faire des comparatifs. Ça peut être intéressant. Oui, très intéressant, effectivement, très bonne suggestion pour justement valoriser le réemploi. Et après, sur le niveau, vous disiez que les gens, ils veulent de la qualité, ça, on est totalement d'accord. Et c'est pour ça que là, sur les 10 cycles de lavage, on a vraiment tout étudié, à savoir pas seulement la propreté, mais aussi l'état du pack. Est-ce que il est suffisamment beau, entre guillemets, pour que le consommateur ait envie de le réutiliser? On a une autre question qui se concerne le lavage. Comment fonctionne votre partenariat avec Ma Bouteille s'appelle Revient? Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des tests gratuits qui sont effectués et du coup, est-ce qu'il y a une exclusivité pour laver auprès de Ma Bouteille s'appelle Revient? Alors nous, on a vraiment fait le choix, entre guillemets, d'être exclusif parce que c'est les premiers qui nous ont répondu. Et comme je vous le disais, le financement de l'ADEME, il a finalement permis à ce que ce soit gratuit pour nos adhérents. Nous, finalement, on paye effectivement leurs recherches, leurs résultats de tests, mais pour nos adhérents, c'est gratuit. Les 24 packs qui ont été lavés, la seule chose qu'ont dû faire nos adhérents, c'est de transmettre leur pack. C'était leur seul, entre guillemets, travail. Et après, effectivement, c'est nous qui prenions en charge les premiers frais et les résultats des tests de lavage. Sur la deuxième partie d'expérimentation, vu que justement on va être au plus près de la réalité,
je pense qu'on sera sur une offre où justement on étudiera un vrai business model. Et c'est vrai qu'on continuera avec ma bouteille s'appelle Revient. Voilà, on a vraiment envie de continuer avec eux parce qu'ils nous ont suivis depuis le début et que voilà, leurs connaissances nous ont vraiment permis d'avancer. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est exclusif. Mais pour la suite, à voir. Et est-ce que les laveurs ont dû adapter leurs machines et leurs outils pour vos produits et vos bouteilles? Oui, totalement. Typiquement, on a eu le cas du shampoing qui a moussé. Bon, bien sûr qu'on s'y attendait, évidemment. Mais forcément, le laveur, en voyant ça, s'est dit, bon, bah là, clairement, il faut que je trouve des solutions sans que ça soit problématique, par exemple, pour le référentiel Cosmos que suivent nos adhérents. Donc, il y a plein de réflexions sur sur certaines méthodes de lavage. Et ça, c'est vraiment en cours d'élaboration. Là, les tests de lavage leur ont déjà donné les grandes lignes de changements qu'ils doivent effectuer. Mais effectivement, il y aura des besoins d'innovation sur les machines. Oui, bonjour. Ça marche? Oui. Bonjour, Laure Castellino, Citeo. Vous évoquiez, Magali, l'aspect de l'emballage. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de tester, via des shop tests, notamment auprès des consommateurs, l'acceptabilité, le niveau d'acceptabilité de l'aspect usager de l'emballage et au-delà de cet aspect-là, plus largement, les différents leviers et freins à l'adoption de cette offre? Alors là, pour l'instant, c'est vrai qu'on a dissocié les packs. Il y avait 20 packs, 10 ont été lavés, on fait 10 cycles de lavage, 10 autres ont été soumis justement à des températures, voilà, mis au froid, au chaud, etc. On a vraiment subi, on va dire, une petite maltraitance. Et pour l'instant, on est les seuls juges. Et je vous avoue qu'on est des juges plutôt difficiles parce que moi, je suis une consommatrice aussi. Et clairement, si j'ai un pack qui ne ressemble pas à ce que j'imagine, bah, j'ai pas forcément envie de consommer. Donc pour l'instant, on va dire qu'il n'y a pas eu de retour des consommateurs. Mais c'est l'expérimentation taille réelle qui nous permettra aussi d'avoir leur retour. Ça, effectivement, c'est prévu. Oui, moi j'ai une question là, pour prendre un peu plus de hauteur par rapport à la stratégie des entreprises, parce que du coup, on voit bien que vous prenez quand même beaucoup de temps, c'est de l'investissement, j'imagine que c'est aussi des nouvelles équipes. Donc au niveau du choix des entreprises, est-ce qu'elles vont devoir faire un choix un peu commercial, d'aller vers ce type de remploi qui va leur coûter beaucoup de temps, peut-être de l'argent aussi, parce que du coup, va falloir investir, ou est-ce que c'est aussi un vrai plus en termes de stratégie environnementale, voilà, au niveau de la communication, ça sera un vrai plus dans votre secteur? Véronique, tu veux peut-être répondre? Alors c'est vrai que ça peut nécessiter de l'investissement. Après, oui, en effet, c'est un choix stratégique. Pour l'instant, c'est vrai que cette phase exploratoire va nous en dire plus. Après, c'est un choix, oui, c'est un choix stratégique de se différencier, d'apporter une offre complémentaire à ce qui peut déjà exister en recharge ou en vrac, comme je l'ai déjà dit. Oui, c'est des choix à faire. Après, est-ce qu'on ira, est-ce qu'on n'ira pas? Est-ce que dans un second temps, on arrivera à trouver des choses qui sont rentables? Parce que bien évidemment, aujourd'hui, on est sur des modèles des modèles qui tournent, des modèles économiques rentables. Et forcément, de passer sur du vrac, sur des recharges, déjà, rien que sur ces deux expériences-là, on sait qu'on a du mal à s'y retrouver. Donc, est-ce qu'on pourra s'y retrouver aussi sur les réemplois? Et je pense que la force, franchement, ça va être d'y aller à plusieurs, vraiment. Et c'est vrai que je me permets aussi de rebondir sur le temps. Nous, aujourd'hui, on est deux personnes pas du tout dédiées à 100% à ce projet, hein. On a plein d'autres missions à côté. Et on essaie d'être très transparente, de noter vraiment tout le temps que nous prend ce projet pour aussi pouvoir dire aux entreprises, voilà, de manière très transparente, combien de temps on a passé sur telle phase, combien de temps on a passé, je ne sais pas, à motiver les structures, à faire des rendez-vous avec ma bouteille s'appelle Revient, pour que justement les sociétés, avant de se lancer, se disent, OK, est-ce que j'ai les ressources en interne? Est-ce que j'ai le temps pour justement que ce ne soit pas une contrainte et que voilà, le réemploi, ce soit une vraie force pour eux. On va peut-être prendre une dernière question parce que je vois que l'heure tourne. Est-ce qu'il y en a une dans la salle? Non. Alors du coup, je vais prendre sur le chat. Est-ce que c'est un projet qui est uniquement dédié aux pharmacies ou est-ce que vous visez aussi la grande distribution?
comme je vous l'ai dit, on a plein de marques. Donc, typiquement, Bénédicte, c'est en pharmacie. On va avoir Léa Nature qui est plutôt en GMS. On va avoir Cozy ou Andro qui, eux, sont en magasins spécialisés. Donc, on essaie d'être sur tous les réseaux de distribution. Aujourd'hui, je vous avoue que ça a été beaucoup plus simple d'aller avec Biocop et La Vie Claire qui ont déjà des expériences de réemploi. La pharmacie, c'est en cours, on va dire, et la GMS, c'est pareil à développer. Merci Bénédicte, merci Magali. Donc si je fais une petite synthèse de ce projet, c'est un projet qui concerne plusieurs acteurs. Donc on voit que l'aspect mutualisation, l'aspect regroupement est très important et on est aussi bien sur un aspect emballage, donc vraiment la partie est-ce que l'emballage peut être réemployé jusqu'à une implémentation sur toute la boucle de réemploi, le lavage, la récupération, le consommateur aussi, est-ce qu'il adhère à ce projet? Donc un projet très complet sur toute la boucle de réemploi. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour continuer cette journée, je vous invite à nous rejoindre dans la salle où on était ce matin en plénière pour la conclusion. Et pour tous ceux qui sont en ligne, vous allez être basculés automatiquement sur la suite de la conférence, donc ne vous déconnectez pas. À tout de suite.